Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto Java EE extrêmement important étant donné que nous allons parler de la sécurité de vos applications web et plus précisément des attaques de type XSS, Cross Site Scripting. On va travailler en deux étapes. Première étape, je vais essayer de vous montrer ce que c'est qu'une attaque de type XSS. Une fois qu'on aura bien compris la problématique, après en seconde étape, on ira voir comment contrer ce type d'attaque. Donc je vous propose de commencer par prendre un navigateur et d'aller sur fr.wikipedia.org. À ce niveau-là, vous tapez XSS, vous faites un search et normalement vous devriez arriver sur cette page donc, qui parle de cross-site scripting. Donc c'est quoi? C'est un type de faille de sécurité qui est relatif au site web et qui permet d'injecter un contenu non prévu. Ce contenu étant principalement de type JavaScript. C'est vrai qu'historiquement parlant, on pouvait faire des attaques XSS aussi avec les applets Java et avec Flash. Mais il faut savoir que ces deux technologies étant quasiment abandonnées, aujourd'hui il ne reste quasiment plus que des attaques de type JavaScript. Et pour ma part, je vais me focaliser uniquement sur JavaScript. Alors, pour bien comprendre la problématique, le mieux c'est de reprendre directement un bout de code. Donc regardez, je reprends le site web WebStore qu'on avait développé sur les tutos précédents. Vous vous en souvenez peut-être, on avait fait des pages web qui permettaient de naviguer sur un site web de vente en ligne. J'avais mis en place une architecture de type MVC, modèle vue contrôleur, en séparant un petit peu les différents aspects. J'ai repris à peu près la même chose sur une nouvelle page que j'ai appelée Edit Article. Edit Article, regardez, j'ai ici une JSP, c'est ma vue. Cette vue va injecter des informations en provenance de mon modèle de données. Mon modèle étant ici la session. Et puis on a un contrôleur, Edit Article, qui permet de préparer un certain nombre de choses avant de renvoyer directement sur notre vue. Regardez ici au niveau de la session, je mets un article par défaut, c'est l'article 4. Alors comme je dis ici, le fait que ce soit l'article 4, c'est un point de détail, je voulais en mettre un d'entrée de jeu là, qui soit sélectionné et que je puisse directement éditer, bien entendu. Si vous voulez permettre l'édition de n'importe quel article, n'hésitez pas à modifier le code. Dans le doPost, je vais vérifier donc que j'ai bien modifié mon objet. En vérité, je ne vérifie même pas. Je prends les modifications que je suis censé avoir fait dans ma page et je les envoie directement en base de données en passant par ma DAO. Ici, j'ai un update article qui est ici. Et donc, on fait un update t-articles et on va changer la description, la marque et le prix unitaire pour l'identifiant de l'article considéré. Bon, dans mon cas, ce sera l'article 4, on est bien d'accord. Comme ici, j'utilise des prepare statements du point de vue des attaques de type SQL injection. On est bon, il ne devrait pas y avoir ce type d'attaque qui devrait être possible. Je vous renvoie vers un des tutos précédents pour de plus amples informations sur les attaques de type SQL injection. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc parfait, j'ai une petite page web qui me permet donc a priori de modifier un article. Regardez, je vais reprendre une console. Je vais me connecter à ma base de données. Je vais donc utiliser précisément la base de données WebStore. Et donc, vous vous rappelez, on avait un certain nombre de tables qui étaient proposées au niveau de cette base de données. Et plus précisément, la table t-articles, c'est elle qui nous intéresse. Regardez ici, j'affiche les données en provenance de ma table. Et donc, on a un certain nombre d'articles. Très bien. Maintenant, regardez, je vais prendre un navigateur. Et je vais aller sur mon serveur. Donc je vais sur localhost 2.80.80 et je vais sur le site WebStore. Très bien, ici je vais m'authentifier. Bond, mot de passe James. Très bien, je suis capable de naviguer dans mon catalogue d'articles. Si vous avez la moindre question sur ce site web, je vous renvoie vers les tutos précédents. Bon, ici, on a notre article 4. Très bien. J'ai préparé une autre page. Alors, imaginons, c'est une page ici pour un pour un administrateur, mais on peut imaginer une page quelconque. Ce qu'il faut, c'est une page qui permette de pousser de l'information directement au niveau de votre serveur web. Regardez, ici, j'ai ma page Edit Article. On a bien l'article 4 et donc il a ses caractéristiques. Si je fais ici cours.fr espace 2,
je fais un update article. Si je reviens ici, regardez, je repasse sur l'article 3, je reviens sur l'article 4, on a bien pris acte de la modification. Si jamais je vais en base de données, ben, j'ai bien la nouvelle information qui a été stockée dans la base. Parfait. Donc on a bien une page qui permet de modifier nos données. Alors, où est-ce que je vais pouvoir faire une attaque de type XSS? Ben, ça va se passer dans ces champs de saisie. Dans ces champs de saisie, ben, si je ne contrôle rien, je vais pouvoir mettre différentes natures de choses. Regardez, qu'est-ce que vous pensez si là, je m'amuse à faire un B, donc pour avoir un tag bold, et que je le ferme ici. Regardez, je pousse ça en base de données. Il me dit « OK, ça a été poussé ». Je reviens ici, je demande à sélectionner les données de ma table. Le problème, c'est que mes tags, ils sont arrivés jusqu'à la base de données. J'ai stocké en base de données le champ texte tel qu'il a été saisi, et donc y compris avec des tags HTML. Le problème, c'est que si je reviens sur une page web d'affichage, cette page va chercher à exécuter tous les tags HTML qu'elle va rencontrer. Et donc ici, on remarque bien que le mot court a été mis en gras. Et regardez, si je fais un afficher le code source de la page, on voit bien qu'on a eu une injection de la donnée telle qu'elle avait été stockée. Ça peut être plus ou moins grave. Pourquoi ça peut être plus ou moins grave? Parce que si je peux taper des tags HTML, ça veut dire que je peux mettre quasiment n'importe quoi. Regardez, je viens ici, et au lieu de faire ça, je vais laisser le texte là, mais j'imagine, j'ai accès à une page qui me permet de pousser des modifications. Par contre, je ne suis pas quelqu'un de fiable, je suis un pirate, et je veux essayer de déstabiliser le site web. Bon, qu'est-ce qui se passe si au lieu de mettre du bold, parce que le bold c'était gentillet, mais qu'est-ce qui se passe si j'essaye de faire un script qui fait un alerte OK. Et là, regardez, je fais /script. J'update. Donc normalement, on a poussé tout ça en base de données. Si jamais je réinjecte cette information-là dans une page web, le problème c'est que le script, il risque de s'exécuter. On va vérifier. Regardez, là je suis en vue code source. Bon, regardez bien, si je fais ça... Ah oui, il faut que je revienne sur l'article 4. Voilà, vous avez vu, j'ai eu le OK qui est passé. Regardez, je viens sur l'article 3, je repasse sur le next, j'ai le OK qui vient de déclencher. Ce qui veut donc dire que maintenant, j'ai injecté ce code-là. Donc là, déjà, je commence à avoir du code JavaScript qui commence à s'exécuter dans la page web quand quelqu'un réaffichera ultérieurement les données que moi j'ai injectées. Imaginons, au lieu de simplement faire un alerte, imaginons j'ai commencé à pousser des données un petit peu plus complexes. Par exemple, ici, j'ai fait un document .href, .location égal, et là je mets un site quelconque. Bon, je vais me baser sur mon site web, je ne vais pas me compliquer la vie. Mais il va falloir faire un petit peu preuve d'imagination. Imaginez que sur le site que je vais vous montrer, j'ai fait une copie de cette application-là. C'est-à-dire que j'ai pris cette page et je l'ai redupliquée à l'identique ou à une page de login. Si jamais on est déconnecté, à un moment donné, on peut revenir sur une page de login. Imaginons que ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la page de login de mon site. D'accord, quelqu'un va arriver ici, il va chercher à voir un article. Ah, j'ai fait une petite bêtise dans ma redirection. Document.location.href, excusez-moi, je fais des bêtises. .location.href, voilà, cette fois-ci, ça devrait mieux marcher. Je reviens sur l'article 3, je reviens sur l'article 4. Vous voyez, j'ai été redirigé. Imaginez que ici, j'ai réaffiché le formulaire d'authentification, l'utilisateur il va se dire mince, j'ai été déconnecté. Bon, il va reconnaître le site, il va se dire c'est bon, je me reconnecte. Il saisit un login, il saisit un mot de passe, sauf qu'entre-temps, on a changé de destination, on n'est plus sur le bon serveur. Donc vous venez de fournir les informations de connexion au site initial à ce site-là. Bon, après, on peut imaginer qu'il vous pirate le compte ou ce genre de choses-là. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une redirection qui s'est enclenchée automatiquement grâce à l'information que j'ai saisie dans ce formulaire-là. Donc ce qu'il faut, c'est interdire de manière absolue
le fait de stocker du code JavaScript directement au niveau de la base. Si le code JavaScript a pu être stocké au niveau de la base, ça veut dire que quelqu'un va pouvoir exécuter ce code-là plus tard dans une autre page web, quand on réinjectera cette information-là, et donc on pourra éventuellement faire du phishing, par exemple. C'est un des types d'attaques les plus classiques. Souvent, on essaye de récupérer des informations d'identité en vous faisant croire que vous êtes sur un site web, sauf qu'en vérité, vous êtes déjà redirigé sur autre chose. Bon, très bien, on a compris qu'on peut donc avoir des attaques de ce type-là. Donc, comment interdire de stocker du code JavaScript au niveau de votre base de données, par exemple? Pour ce faire, il y a deux idées, deux alternatives. Soit vous espérez tout faire vous-même à la main. Le problème, je vous le garantis, c'est qu'un jour, vous allez oublier de vérifier, de sécuriser un champ, et donc vous aurez des failles de sécurité sur votre application web. La deuxième alternative, c'est systématiser l'exécution de quelque chose, d'un code de filtrage, mais systématiquement à chaque fois que vous allez avoir une page web qui va s'exécuter. C'est bien entendu la deuxième approche qui est la meilleure, et donc je vous propose de mettre en place cette approche-là en utilisant un filtre. D'accord ? On avait vu les filtres de servlet, les filters, c'est ce que je vais vous proposer d'utiliser au niveau de cette démo. Regardez, j'ai déjà un petit peu commencé à coder les choses. D'accord, et donc j'ai fait une classe que j'ai appelée XSSFilter, et donc elle implémente l'interface filter qui m'est fournie par l'API des servlets. Alors un filtre, c'est quoi? Un filtre, c'est quelque chose qui va permettre de construire une chaîne de wrappers sur vos requests. D'accord, regardez, ici l'essentiel se passe à ce niveau-là. À un moment donné, je vais créer une classe de type XSSRequestWrapper. Cette classe est définie ici. Cette classe, en vérité, elle implémente le type servlet request. C'est-à-dire qu'on ait une requête HTTP. Alors, on est au niveau du type de base, on n'est pas tout à fait sur HTTP servlet, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on est compatible avec ce type-là. Ce qui veut dire qu'un wrapper fournit très exactement les mêmes méthodes. Et notamment, les méthodes qui m'intéressent, ce sont getParameter ou par exemple getParameters, qui permettent pour un nom de paramètre de récupérer là ou les valeurs associées à ce paramètre. On peut avoir plusieurs valeurs associées à un paramètre quand on a des cases à cocher, par exemple. Bon, du coup, ici, je vais créer un wrapper qui va se mettre par-dessus quoi? Par-dessus la request. Et en vérité, ce que vous allez injecter dans votre page web, d'accord, quand au niveau de votre page web, ici, vous allez faire des request.getParameter. En vérité, la méthode qui va être ici, ça ne va pas être celle de la servlette, ça va être celle de votre filtre, parce qu'on va tomber d'abord sur le filtre en premier lieu. Et cette méthode-là va être redéfinie sur votre wrapper et va redonner la main à terme, effectivement, à la request. Et donc, je monte un wrapper sur la request. Ce wrapper, il est de type XSSRequestWrapper. Et ici, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je redéfinis les méthodes. Et par exemple, je vais faire un getParameter. Sauf que ce getParameter, je vais faire un traitement sur les données qui me seront envoyées sur le véritable getParameter, celui qui est vraiment sur la request. Mais il va falloir filtrer au passage. Alors la question, c'est comment on filtre. Alors là, il y a plein d'idées qui peuvent être reprises. Regardez, je vais aller sur Google et je vais taper XSS filter servlet. Voilà, c'est pour être sûr d'avoir du Java et pas du PHP. Oui, petite digression, mais ce que je suis en train de vous montrer, ça transcende le langage Java. En vérité, ces problématiques, on les a en Java, on les a en PHP, on les a en .NET. Pourquoi pas? Si vous faites de l'ASP.NET, vous aurez exactement les mêmes problématiques. Donc, chaque technologie fournit une manière de régler ce type de problème-là. Faites-le, quelle que soit la technologie web que vous utiliserez. Bon, nous, on est en Java, donc on va utiliser un filtre de servlet. Bon, normalement, vous avez plein de sites qui répondront et où on va vous proposer de faire ce genre de choses-là. Je vais prendre celui-ci, le premier, et donc souvent, vous retrouverez des choses qui vont ressembler à ça. C'est très bien, c'est exactement ce que je cherchais, à savoir que vous allez avoir des expressions régulières. Je vous rappelle, la classe pattern permet de manipuler donc des expressions régulières. Si vous avez des doutes sur ces formalismes-là, je vous renvoie vers les tutos adaptés aux expressions régulières sur notre site web. Vous allez dans cours.fr, vous allez dans Java, vous allez dans le tuto.
Voilà, vous descendez un petit peu, il y a tout ce qui est relatif aux expressions régulières. Et donc là, vous aurez tous les détails sur la syntaxe des expressions régulières. Très bien. Et donc, ici, ce que j'ai en vérité, c'est un tableau d'expressions régulières qui va permettre de repérer tout ce qui est potentiellement dangereux. Donc ici, par exemple, si on repère un tag script, on va supprimer tout le code associé à ce script-là. Mais il y a plein d'autres alternatives auxquelles on ne pense pas forcément. Vous pouvez vous faire avoir avec une image. Il suffit que la personne y mette un tag image. Vous allez me dire, une image, ce n'est pas du code JavaScript. Alors oui et non, mais ce qu'ils font en général, c'est qu'ils importent une image qui fait 1 pixel et qui est transparent. Comme ça, cette image-là, vous ne la voyez pas à l'écran. D'accord ? Donc, ils ont rapatrié une image transparente. Le problème, c'est que sur le tag IMG, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un événement JavaScript onload qui déclenche une fois que l'image a été rapatriée. Et là, par contre, vous pouvez mettre du code JavaScript. Donc, par exemple, ici, il cherche à supprimer tous les onloads. Comme ça, que vous ayez une image ou n'importe quoi qui rapatrie des données à partir d'un serveur, on va court-circuiter tout le code JavaScript qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Et puis, il y a plein d'autres alternatives qui peuvent faire que vous ayez des soucis, que vous rencontriez des soucis. Donc, du coup, ici, ils ont essayé de lister l'ensemble des cas connus qui peuvent permettre une attaque de type XSS. Je ne vous recommande pas forcément de faire comme ça. Moi, ce qui m'embête avec cette technique-là, c'est que HTML n'arrête pas d'évoluer. Aujourd'hui, on a effectivement un certain nombre de cas connus. C'est vrai, avec ces cas-là, normalement, vous êtes pour le moment à peu près sécurisé. Le souci, c'est qu'il y a toujours des nouvelles versions de HTML. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est passé sur un rythme qui fait qu'on a une version tous les 2 ans. Je suis quasiment certain que si je vous demande quelle est la version exacte de HTML, aujourd'hui, vous allez tous vous faire avoir, ou en tout cas en grande majorité, que vous allez me dire qu'on est en HTML5. C'est faux. HTML5, c'était en 2014. On est en 2018. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis, il y a eu HTML 5.1. Ça, c'était en 2016. Si vous regardez sur la recommandation du W3C, c'est-à-dire le standard, vous aurez les documents relatifs à HTML 5.1. D'accord, donc c'est la recommandation du W3C, et donc là, vous avez la 2e édition de la 5.1. Le problème, c'est qu'on est passé en 2018, donc depuis, on a eu la 5.2 qui est sortie. Donc ici, vous avez voilà, la nouvelle, bon là c'est un autre site, mais en tout cas, elle est finalisée et devient la nouvelle recommandation du W3C. Et ce qu'il faut savoir, c'est marqué ici, c'est que depuis le 21 décembre, ils ont commencé à mettre un draft sur la future version HTML 5.3. Donc HTML, ça n'arrête pas d'évoluer en permanence. Donc aujourd'hui, vous pouvez demander à récupérer le draft sur HTML 5.3. En cherchant un petit peu, on devrait... je ne vais pas mettre recommandation, je vais mettre working draft. Voilà, le brouillon de travail. Et donc cette fois-ci, là je le trouve. Et donc, voilà, la dernière version, elle date du 26 avril 2018. Donc là, on a la future version HTML 5.3 qui est en cours de préparation. Tant qu'ici, on est en working draft, tant qu'on n'a pas recommendation, c'est que ce n'est pas finalisé. D'accord ? Mais bon, il va y avoir plein de nouveautés. Comme on est tout au début de HTML 5.3, on peut même imaginer qu'il y a des nouveaux tags qui arrivent un petit peu plus tard. Et la question, c'est ces nouveaux tags, est-ce qu'ils vont permettre, oui ou non, une attaque de type XSS ? Ça, c'est une très très bonne question. Donc moi, je ne vous recommande surtout pas d'essayer de lister tous les tags et les attributs de tags connus comme étant peu fiables au regard des attaques XSS. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'être encore plus violent, c'est de tout supprimer. Alors, il y a un défaut avec ma façon de faire, c'est que si vous supprimez tout ce qui est tag, si vous éradiquez toute référence à HTML, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir d'éditeur type éditeur HTML. Vous savez, des éditeurs riches qui permettent de taper un contenu dans une page web, mais avec des sections de mise en gras, des sections en italique, avec des changements de police de caractère et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle un éditeur HTML. Pour pouvoir faire ce genre de choses-là, il est obligé de produire du HTML et de l'envoyer au serveur. Dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser la technique que je vais vous proposer. Mais bon, si vous préférez être sûr et certain qu'il n'y ait pas de possibilité d'attaque, vous dites tant pis, je n'utiliserai pas dans mon site web d'éditeur HTML, je mettrai que des éditeurs de champs simples et classiques, comme c'est mon cas ici, et puis je vais retirer tout ce qui ressemble de près ou de loin à du tag HTML et du JavaScript qui pourrait être embarqué au travers de ces tags.
Et donc du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire à ce niveau-là. Regardez, ici j'ai mis moi 3 expressions régulières. Vous voyez, j'en ai mis beaucoup moins que l'exemple que je vous ai proposé il y a quelques instants, parce que je suis beaucoup plus bourrin. Tout ce qui ressemble à un tag, quelle que soit la nature du tag, je le supprime. Donc du coup, si dans ce tag-là, il y avait des attributs, c'est pareil. Les attributs, ils auront dégagé eux aussi. Je supprime les tags et les attributs. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres possibilités. Il y a des possibilités par rapport à ce qu'on appelle les entités. Vous savez, dans une page web, vous pouvez mettre des choses du type ELT. Alors peut-être pas sur l'identifiant numérique, ce ne serait pas une bonne idée. Mais regardez, ici, je vais mettre un ELT. Ça, c'est le caractère inférieur, c'est un less than. Dans le même ordre d'idée, on a le EGT, le greater than. Regardez, j'update ma page. Si je reviens ici et que je vais sur mon article 4, ah oui, alors j'ai toujours la redirection, là je me suis fait un petit peu piéger. Je vais supprimer la redirection. Voilà. On enregistre les modifications. Je reviens sur mon article. Et donc vous avez vu ici, j'ai des caractères inférieurs et supérieurs qui ont été injectés dans ma page et du coup ils ont été évalués. Alors là tel quel c'est pas très dangereux, mais il y a des failles un petit peu subtiles avec ce genre de choses là malgré tout. Et il y a une autre possibilité, regardez ici je vais imaginer un paramètre bidon, je vais l'appeler bidon, pourquoi pas, ça ira très bien. Et là je mets A espace B. C'est pareil, là il y a des systèmes d'encodage qui permettent avec des valeurs hexadécimales de pouvoir représenter des caractères à ce niveau-là. L'espace, c'est de code ASCII 32. 32 en hexadécimal, c'est 20. Là, j'ai encodé un blanc. Et via ce genre de choses-là, il peut aussi y avoir des failles un petit peu subtiles. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève tout ce qui est entité HTML, tout ce qui commence par un « et » commercial et qui se termine par un point-virgule. Et là, c'est tout ce qui est caractère dans l'entête HTTP avec les pourcents quelque chose qu'on peut aussi retrouver au niveau d'une URL. D'accord ? Là, je supporte tout ce qui est valeur hexadécimale. Alors, vous pourriez me dire, mais à quoi ça correspond là, ces choses-là ? Ces choses-là, alors ici, je fais une bêtise ici, il ne faut surtout pas le mettre comme ça, autant pour moi. Mais ça veut dire qu'il faut être non gourmand. Au niveau d'une expression régulière, je vous rappelle, une expression régulière, elle mange tout. Ou en tout cas le maximum de choses. Donc là, ce que je veux faire, moi, c'est pas tout lire, mais uniquement le tag le plus court possible. Regardez, je m'explique. Imaginons que dans le champ de saisie, j'ai tapé B, truc, /B. L'expression régulière qui est ici, comme elle est gourmande par défaut, c'est-à-dire si je ne mets pas le point d'interrogation, elle va reconnaître un inférieur ici. Et elle va aller jusqu'au dernier inférieur qu'elle va rencontrer. Et du coup, toute la zone de texte qui aura été reconnue va être supprimée. Donc il va me supprimer tous les tags, mais y compris le texte qui est entre le premier inférieur et le dernier supérieur. Donc du coup, je vais perdre le truc qui a été saisi à ce niveau-là. Si vous souhaitez garder ça, si vous voulez juste enlever les tags, dans ce cas-là, vous dites il faut être non gourmand. Vous dites avec mon expression régulière, je vais rechercher ce qui commence par un inférieur, je vais prendre tout ce qu'il y a dedans, mais je m'arrête au premier supérieur que je rencontre. Donc du coup, il va supprimer cette portion de texte. Mais comme en bas, je demande à utiliser mes expressions régulières et que je lui demande de faire un replace all, il va remplacer toutes les occurrences. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, il va aussi remplacer cette seconde occurrence qui match avec l'expression régulière qui est ici. Regardez, on va tester les deux possibilités. D'abord, je vais enlever le point d'interrogation. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est que mon filtre il prenne la main. Si je veux que ce code s'exécute, il faut que mon filtre prenne la main. Donc du coup, je vais décommenter la ligne qui est ici. Alors, elle est très importante, c'est elle qui permet d'activer le filtre. Pour info, toujours pareil, les filtres, on en a déjà un petit peu parlé dans les tutos précédents. Dans un tuto précédent, je vous ramène vers ce tuto pour de plus amples informations sur le fonctionnement global des filtres. Dans tous les cas, ici, j'ai un filtre, je vais lui donner un petit nom, il s'appelle XSSFilter. Et je lui ai dit ici, et ça c'est très important aussi, qu'il matchait avec n'importe quelle URL. C'est-à-dire que quelle que soit l'URL que je vais envoyer sur mon serveur, pour peu que ça corresponde à une page web dynamique, je vais filtrer le contenu de cette page. Ça, c'est toutes les URL.
Bon, bah, fatalement, hein, edit article, quoi, admin/edit article, c'est bien une URL dans WebStore. Donc ça va matcher avec ce filtre. Donc on va appliquer le filtre quand on va chercher à exploiter les paramètres qui sont ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va exécuter les getParameter, bah, on va chercher à filtrer ces paramètres. Et donc à enlever tout ce qui ne convient pas d'après les filtres, le filtre qu'on aura édité et d'après les expressions régulières qu'on aura codées. D'accord? Donc je rappelle, ici, je n'ai pas mis mon point d'interrogation. Donc il va être gourmand, il va chercher à supprimer tout ce qu'il y a entre le premier inférieur et le dernier supérieur. On vérifie. Alors, si jamais je ne suis pas authentifié, hein, normalement, le problème, c'est qu'il me redirige. Alors, je vais redémarrer le serveur. Très bien. Et donc, voilà, il me redirige sur login. Donc, je m'authentifie, James Bond. Non, c'est le contraire. Le login, c'est Bond. Le mot de passe, c'est James. Très bien. Du coup, je vais changer l'URL. Et donc, je vais aller sur admin/edit articles. Bon, ben, très bien. Regardez, je prends le tapis de souris. Je vais mettre un B à ce niveau-là. Et un /B à ce niveau-là. Je fais update articles. Quoi, update article? Ben, regardez, j'ai tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il a bien reconnu tout ce qui commençait de là jusqu'à là, et donc il a supprimé, y compris souris. Ce qui veut dire que si je vais au niveau de la base de données, bon, ben, bonne nouvelle, on n'a pas stocké de tag HTML, mais on a perdu le mot-clé souris. Quoi, le texte souris, excusez-moi. Donc du coup, je reviens en arrière, je reprends ma feuille. Et je dis là, je veux être non gourmand. Je veux m'arrêter à chaque fois à la première occurrence du supérieur. Je veux retirer un tag, pas un bloc de texte trop conséquent. Juste un tag. Par contre, via le replace all, je supprimerai l'intégralité des tags que je vais reconnaître. J'attends que mon système ait redémarré. Du coup, je me réauthentifie. Très bien. Je reviens ici, j'édite encore une fois mon article. Donc je remets ici souris. Pour le moment, il n'y a pas de problème. On a bien tapis de souris qui a été envoyé. C'est normalement dans la base de données, c'est dans la boîte. Parfait. Maintenant, regardez, je rejoue avec la séquence que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc ici, je remets un B, et ici, je remets /B. Bon, ben, j'ai deux occurrences de tags. Je fais update article. Ben, notez, il m'a supprimé l'intégralité des tags qu'il a reconnus. Par contre, il m'a gardé les textes qui étaient hors tag. Donc, la nuance par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai conservé tapis de souris. Vous voyez, je recharge bien les données de la page, mais cette fois-ci, c'est correct. Donc du coup, si je reviens ici, j'ai bien un tapis de souris. Quel que soit le type d'attaque que vous allez pouvoir faire à ce niveau-là, même avec une redirection, regardez, je reprends mon location.href égal, j'envoie, vous voyez, il a perdu le tag script, du coup il m'a gardé ce qu'il y avait au milieu. Bon, c'est vrai que là, du coup, peut-être que vous pourriez me dire, ouais, mais ça, j'ai envie de le perdre. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'on verra bien qu'il y a eu une tentative d'attaque. Mais il n'y a rien qui s'est exécuté. Bon, si vous voulez dire, non, mais je supprime tout ce qu'il y a entre les tags, vous prenez la première forme d'expression régulière. Si vous voulez garder les données entre tags, parce que ça peut être utile dans certains cas, vous prenez la deuxième forme. Comme vous voulez. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas eu de redirection. L'attaque XSS ici n'a pas marché. Alors on voit qu'il y en a eu une. Il me suffit d'aller en base de données pour vite voir que j'ai eu quelque chose de bizarre qui s'est passé. Mais en tout cas, ça n'a pas été poussé au niveau de la base de données. Mon filtre a bien fait son boulot. Bon, du coup, les méthodes qui ont été redéfinies, ce sont certaines méthodes, en tout cas, qu'on retrouve au niveau de servlet request. Au niveau de servlet request, vous avez un getParameterValues, vous donnez un nombre de paramètres au cas où il y aurait des valeurs multiples, vous allez pouvoir toutes les traiter. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je modifie toutes les valeurs à l'intérieur de mon tableau. D'accord, je récupère un tableau de chaîne de caractères et à chaque fois, je la sécurise. Je réinvoque la méthode removeTags qui va exécuter le code de sécurisation. L'essentiel est ici. Bon, notez, j'ai aussi un getParameter. Moi, c'est vraiment lui que je fais tourner dans mon exemple. Bon, si je veux récupérer un getParameterSafe, ce que je vais faire, c'est un removeTags sur la donnée que la véritable request va me retourner.
le super.getParameter ici récupère le paramètre d'origine. Maintenant, je le sécurise en supprimant tout ce qui ressemble de près ou de loin à du code HTML ou JavaScript. Parce que je supprime le JavaScript par le fait de supprimer du HTML. Donc du coup ici je retourne mon attribut sécurisé et puis au cas où, notez que vous pouvez aussi avoir des attaques avec les entêtes HTTP. Dans les entêtes vous avez des paramètres d'entête, ce qu'on appelle ici des headers. Quand je fais un get header et que je mets un nom de paramètre d'entête, c'est pareil, je peux être amené à le sécuriser lui aussi. Alors comment je le sécurise? Déjà je regarde que le paramètre existe bien, pour pouvoir travailler. Si mon paramètre existe bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une possibilité qui peut arriver. Si vous avez un 0 dans la chaîne de caractères, ça peut être mal interprété après par le reste du code. Donc, on va enlever les zéros qu'il pourrait y avoir dans la chaîne. Parce que n'oubliez pas, sur les parties natives, on a des chaînes dites AZT, A0 terminal. C'est le 0 qui termine la chaîne. En Java, c'est un petit peu plus subtil. Ça ne marche pas exactement comme ça, mais comme le moteur, il n'y a pas forcément que du code Java, on sécurise un petit peu les choses. Ici, on applique toutes les expressions régulières qu'on a définies dans notre tableau pour sécuriser les données entrées au niveau du formulaire. On remplace toutes les occurrences pour chacune des expressions régulières qu'on va appliquer. Et puis ça, je l'ai rajouté au cas où vous auriez des caractères inférieurs ou supérieurs en nombre impair. Le fait d'utiliser ici mon expression régulière et de faire un replace all va me supprimer des paires de inférieurs supérieurs. S'il en reste, je préfère être sûr qu'il n'y ait pas de problème, parce que si je réinjecte un inférieur dans la page, ça va peut-être court-circuiter du texte qui va être vu comme étant un nom de tag, et donc ça peut me gêner. Donc tout ce qui resterait, qui ressemblerait à des inférieurs ou à des supérieurs, j'ai pris ici le choix de carrément les supprimer. Je me dis, c'est pas normal, il n'y aurait pas dû y en avoir dans la chaîne. Une fois que j'ai sécurisé mon paramètre value, vous avez vu ici, je fais un return de ma value. Et ici, vous avez les méthodes du cycle de vie du filtre avec le init, le destroy et le doFilter qui gère le chaînage au cas où vous auriez plusieurs filtres qui seraient mis en œuvre au niveau de votre site web. Voilà qui vous permet donc de sécuriser vos pages web. Donc je vous conseille très fortement d'avoir un filtre de type XSS Filter ou quelque chose qui s'en approche, en tout cas au niveau de vos sites web. Si vous n'avez pas adressé cette problématique-là, dites-vous qu'on peut avoir des attaques de type XSS possibles au niveau de votre site web. La plupart du temps, c'était ce que j'avais commencé à vous montrer au travers de la page Wikipédia, mais la plupart du temps, c'est du phishing qui sera mis en œuvre au niveau de vos sites. C'est-à-dire qu'on va faire sortir l'utilisateur de votre site, on va le renvoyer sur une pâle copie de votre site. Au niveau de cette pâle copie, on va faire croire à l'utilisateur qu'il y a eu une déconnexion et on va essayer de récupérer son login et son password. Si l'utilisateur se fait avoir, après les pirates ont la possibilité de se connecter sur le site réel et d'usurper l'identité de la personne. Donc du coup, méfiez-vous, il ne faut pas qu'on puisse être redirigé vers un autre site, il faut que vous ayez sécurisé les choses. Techniquement parlant, vous êtes responsable quand même des données que vous stockez et de la sécurité que vous mettez en œuvre. Si jamais vous ne gérez pas ce genre de choses-là, s'il y a des attaques possibles, vous pouvez être pénalement responsable. Donc pensez à sécuriser votre site web. Voilà, j'espère que maintenant ce type d'attaque est un petit peu plus clair pour vous. Alors à savoir, il n'y a pas que ce type d'attaque-là, il y a les attaques de type SQL injection. Alors ça, on en a déjà pas mal parlé dans un tuto précédent, donc je pense que maintenant ça n'a plus trop de secret pour vous. Mais il y a encore d'autres types d'attaques. Je ne vais pas avoir le temps de les adresser dans les tutos qui vont suivre, mais je vous renvoie aussi sur les attaques de type CSRF. C'est des attaques qui peuvent être aussi assez dommageables au niveau de vos sites web. Donc essayez de vous armer sur tous ces sujets-là, et je trouve personnellement que déjà commencer par lire les pages au niveau de Wikipédia, c'est déjà une première étape. Ça vous sensibilise sur la problématique et puis surtout ça vous donne tout un ensemble de références qui vont parler de ces sujets-là. Alors pas trop ici sur ce site, mais bien que là vous avez déjà quand même un lien. Par contre, sur d'autres types d'attaques, en général vous avez vraiment des documents de référence qui font foi sur le sujet considéré.
Donc voilà, essayez d'être bien au clair sur ces types d'attaques-là. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto, hein. Merci de votre attention.